La fiction rétro-hollywoodienne exhume, dès l'entrée en guerre des États-Unis et dans l'immédiate après-guerre, un monde d'hier, afin de faire revenir avec lui les très riches heures des spectacles d'hier. C'est le temps d'un retour en arrière. C'est le temps d'un retour en arrière, par exemple, le temps d'un retour au temps du Wild West Show, tel que le film Buffalo Bill de William Wellman le fait revenir en Technicolor, avec Joel McCrea dans le rôle titre. Cette production 20th Century Fox sort en avril 1944, à une date où la guerre fait rage, avec un programme esthétique et politique qui se résume à une idéalisation à tout crin de la figure légendaire de l'Ouest. Une falsification du passé, fidèle en somme à la falsification de l'histoire, telle que le vrai Buffalo Bill l'a en son temps pratiqué le premier. Ce serait une falsification au carré, une première fois du temps de Buffalo Bill, au nom du spectacle, de son spectacle, le Wild West Show, et une deuxième fois, toujours au nom de l'idée de spectacle, reconduite par le film et considérée comme la seule vérité historique qui vaille, hier comme aujourd'hui. The Indian is a free-born American who will fight for his folks, for his land, and for his living, just like any other American. Au final, le héros, blanchi sous le harnais mais portant beau, entre dans l'arène sur son fougueux cheval blanc pour saluer une dernière fois son peuple de spectateurs. Parmi eux, un des enfants du poulailler s'appuie sur ses deux béquilles pour se tenir droit au moment de lui crier son amour. Buffalo Bill lui tire son chapeau, blanc aussi, et s'en retourne au grand galop vers le fond du plan et les coulisses du spectacle. C'est le temps d'un retour en arrière, par exemple, le temps d'un retour au temps très belle époque d'Annette Kellerman. Technicolor Musical, comédie musicale aquatique, $1 Million Mermaid, une super production Metro-Goldwyn-Mayer de 1952 avec Esther Williams, ravive en un grand délire chorégraphié par Busby Berkeley le souvenir d'Annette Kellerman, soit la femme qui inventa et imposa le maillot de bain une pièce aux environs de 1900. Sportive, adepte de records et de plongeons, propagatrice de la nage synchronisée, Kellerman fut aussi star du vaudeville et, de 1909 à 1924, actrice de cinéma dans une dizaine de water fantasy movies. Et le film MGM avec Esther Williams recrée, entre autres extravagances, le numéro qu'elle donna sur la très vaste scène de l'Hippodrome Theater de New York en 1916. Un water show, un ballet aquatique dans une immense piscine en verre. C'est sur cette même scène de l'hippodrome que Harry Houdini fit disparaître un éléphant en 1918. Et c'est là aussi qu'on projeta Neptune Daughter avec Annette Kellerman dans le rôle principal. Une super production de 1914 dont le tournage est évoqué dans $1 Million Mermaid. Ouvert en 1905, démoli en 1939, l'hippodrome comptait quelques 5000 places et fut construit par les mêmes bâtisseurs que le Luna Park de Coney Island. C'est le temps d'un retour en arrière. Par exemple, le temps d'un retour au temps de Harry Houdini, le célèbre illusionniste, prestidigitateur, escapologue et même acteur dans quelques bandes et sérials à sa gloire entre la fin des années 1910 et le début des années 1920. Produit en 1953 et en Technicolor par Paramount, réalisé par George Marshall, avec Tony Curtis dans le rôle titre, Houdini, le grand magicien, en revient lui aussi à une origine spectaculaire. Et même 2 fois plutôt qu'une. Le film commence là où le magicien a effectivement débuté, sur la pauvre estrade new-yorkaise d'un Dime Museum, un musée à 10 sous, entre des sœurs siamoises et un avaleur de sabre, et à Coney Island, dans un numéro à sensation. Houdini, un phénomène de foire donc. Mais un phénomène aussi au sens fort, puisque bien plus qu'un homme ayant des trucs et des tours plein son sac, le Houdini du film de George Marshall possède assurément un don, quasi surnaturel, un pouvoir proprement magique. Lors d'une de ses premières démonstrations en public, il fixe la boule de cristal d'un lustre jusqu'à l'auto-hypnose et se libère effectivement d'une camisole de force avec une grande économie de gestes. Tandis qu'autour de lui, d'autres candidats à l'évasion se tordent dans tous les sens sans résultat. Et c'est par Houdini, sorte de vecteur ou médium, que le film lui-même accède, naïvement certes, mais avec certitude, à l'autre origine, celle du cinéma lui-même, cet art forain initialement qui cherche dans l'après-guerre à ne pas perdre le grand secret originel, le grand secret de la fascination des foules, ce temps supposé de l'innocence qu'avant lui, et avec lui, les freak shows et toutes les scènes américaines obtenaient naturellement chaque soir à chaque représentation en captivant un auditoire littéralement bouche bée. C'est le temps d'un retour en arrière. Par exemple, le temps d'un retour au temps des spectacles de Broadway, ce premier âge d'or des théâtres et des comédies musicales qui faisait avant-guerre la renommée de cette avenue surnommée The Great White Way,
la grande avenue blanche, tellement elle était illuminée. C'est dès 1942, dans la première année de guerre des États-Unis, le temps de l'une des œuvres séminales du genre rétro, Yankee Doodle Dandy, un biopic en noir et blanc de la Warner Bros., signé Michael Curtiz et consacré à George M. Cohan. George qui, où l'on constate en passant que la fiction hollywoodienne rétro renoue avec un passé national mythifié via des figures dont on mesure souvent très mal en Europe à quel point elles furent des icônes de la culture populaire américaine. George M. Cohan fut donc, tour à tour, et souvent en même temps, chanteur, acteur, amuseur, danseur, parolier et compositeur de dizaines et de dizaines de chansons, dont plusieurs sont devenues célèbres, ainsi Over There, en 1917, pour soutenir le moral des troupes au front, ou le bien nommé Give My Regards to Broadway. Décédé 6 mois après la sortie du film de Curtiz qui faisait son éloge, George M. Cohan fut impliqué d'une façon ou d'une autre dans une 50aine de music-halls et autres revues sur Broadway. Il connut ses premiers succès de scène vers le début du siècle. Et dès sa naissance, quasiment 20 ans plus tôt, débuta avec sa famille, The Four Cohans, sur les planches de tous les minstrel shows et vaudevilles du pays. George M. Cohan a sa statue à Times Square, le seul showman à avoir jamais connu cet honneur. On le surnomma tantôt le propriétaire de Broadway, tantôt une institution américaine, et le film de la Warner résume l'esprit qui anime ce nationaliste acharné, né un 4 juillet comme par prédestination, et on y entend, c'est tout le pays en un seul homme. Au début du grand flashback qui lance le film, George M. Cohan, joué par James Cagney, se souvient, 1878. C'était un 4 juillet, les gens alors étaient optimistes, c'était la belle époque. Et un peu plus loin, évoquant le temps où enfant acteur il bourlinguait de ville en ville, il dit « It was a good life ». Yankee Doodle Dandy est certes un film patriotique en temps de guerre, mais moins qu'il n'est nostalgique, d'une nostalgie patriotique en quelque sorte. Sur 2 heures de film, la guerre proprement dite, ici la Première Guerre mondiale, qui en 1942 vaut évidemment pour les 2 conflits, la guerre proprement dite occupe quelques 10 minutes de film seulement, tout le reste n'étant qu'évocation énamourée du temps d'avant. Ce temps sans âge précis, sans âge autre qu'un âge d'or, et qui trouve sa représentation dans celle du spectacle. Un spectacle continu, permanent, en tournée, c'est le cas de le dire. Un spectacle où un tableau chasse l'autre, où un décor en remplace un autre, où les scènes du film s'enchaînent comme autant de numéros, où la vie de la coulisse et même les espaces de la vie privée ne sont que des prolongements ou des avant-scènes, où le bureau de recrutement militaire même devient un parterre à claquettes pour une performance sur le pouce de George M. Cohan. Pour lui aussi, the stage is the world is the stage. C'est le temps d'un retour en arrière. Et encore le temps d'un retour à Broadway et à Tin Pan Alley, avec des biopics et encore des biopics. Ces biographies filmées entre 1945 et 1955, comme s'il en pleuvait. Le plus souvent en couleur, tout en décors, costumes, chansons et numéros dansés. Autant d'hagiographies dont la plupart sortent de l'atelier MGM d'Arthur Freed. Elles sont consacrées tantôt au compositeur George Gershwin, tantôt au compositeur Sigmund Romberg, ou alors au duo de compositeurs Rodgers and Hart, ou au duo de compositeurs Kalmar and Ruby, et encore à l'auteur-compositeur Gus Kahn, au pianiste Eddie Duchin, ou au compositeur Jerome Kern. Le film sur Jerome Kern s'intitule « Till the Clouds Roll By ». Et à propos de « Till the Clouds Roll By », La pluie qui chante en français, une des productions 1946 d'Arthur Freed, avec Lucille Bremer, Judy Garland, Robert Walker dans le rôle de Jerome Kern, et avec Frank Sinatra en cerise sur le gâteau d'un final en forme de pièce montée. À propos de Till the Clouds Roll By, il vaut la peine de lire un extrait de ce que le romancier et critique James Agee en écrivait à l'époque dans le journal The Nation, à la date du 28 décembre 1946. Soit une façon comme une autre de résumer certains des films du genre rétro et d'anticiper sur ce qui sera la vraie esthétique du mode de vie américain dans les années 50. James Agee donc, je le cite, « Till the Clouds Roll By, c'est un peu comme aller à la fontaine à soda et s'asseoir devant un spécial deluxe Atomix, noix et sirop d'érable, vanille et amandes grillées, fraises et beurre de pécan, café, crème framboise, tutti frutti avec chocolat chaud et nappage au caramel, guimauve, noisettes, pistache et ananas en cubes, le tout couvert de perles en sucre multicolores, sans oublier la double chantilly. Quelques-unes des noix ont un goût rance,
Et quelque part au milieu de cette friandise se balade un long cheveu blond décoloré, soit un tout petit peu plus que ce que vous pouvez avaler. Fin de la citation. Pendant toutes les années 1960, le même Arthur Freed, ce producteur génial et infatigable, travaillera à monter un biopic consacré à l'auteur-compositeur Irving Berlin, sans y parvenir jamais. Autre temps, autre mœurs. C'est le temps d'un retour en arrière, ou le temps d'un retour à Broadway, encore et toujours. Dans les films du temps de guerre et d'après-guerre, nombreuses sont ainsi les allusions et références au grand entrepreneur Florence Ziegfeld. Par exemple, en 1948, dans Parade de printemps, avec Judy Garland et Fred Astaire, sans compter les réapparitions en chair et en os, si l'on ose dire, de l'inventeur des Ziegfeld Follies. Hollywood consacre aussi des films à certaines de ses créatures, les Ziegfeld Girls. Ainsi, c'est la vie et la carrière de Jane Froman, qui est chantée en Technicolor dans With a Song in My Heart, un film de la 20th Century Fox réalisé par Walter Lang en 1952. Et c'est la vie et la carrière de Marilyn Miller, qui est chantée en Technicolor dans Look for the Silver Lining, un film de la Warner Bros. Réalisé par David Butler en 1949. C'est le temps d'un retour en arrière, et le temps aussi pour Hollywood, d'un retour au temps de Hollywood. Des films hollywoodiens qui font revenir un certain Hollywood, celui des Golden Twenties, les glorieuses années 20, pour reprendre le titre d'un long métrage produit par la série The March of Time et diffusé dans les salles américaines en 1950. Des films, des comédies musicales qui font revenir ce Hollywood-là, à la fois comme machinerie, comme décor très propre de l'intrigue et comme idéal. C'est le film You're My Everything, avec Anne Baxter et Dan Dailey, où la mère d'abord, le père ensuite, leur fille enfin, deviennent tour à tour de grandes vedettes de l'usine à rêves. C'est encore l'as du cinéma, un remake MGM en 1947 d'un film Paramount de 1924 et d'une comédie à succès de Broadway de 1922. Et bien sûr, c'est Chantons sous la pluie. Assurément l'un des grands chefs-d'œuvre du genre rétro, qui évoque dans sa première partie, et d'une façon irrésistible, les temps héroïques du muet, puis sait faire, tout aussi irrésistiblement, du passage au parlant, la trame même de son intrigue virevoltante. Dans la même veine, les studios ressuscitent le souvenir de stars défuntes ou passées de mode, et dont les effigies, soudain, font un tour de piste en plus. Ici, une fiction sur Pearl White, là sur Rudolph Valentino, une autre sur Harry Houdini, et une autre sur Al Jolson, The Jolson Story en 1946, une autre encore sur Eddie Cantor, The Eddie Cantor Story, et une autre encore sur Will Rogers, The Story of Will Rogers. C'est encore le comique burlesque Harold Lloyd, retiré des écrans depuis 10 ans, qui s'essaye en 1947 à un retour en vrai dans Oh quel mercredi, un film de Preston Sturges. Le film commence par recycler pas moins d'une bobine entière d'un de ses films les plus célèbres, The Freshman, qui date de 1925, avant de tenter un raccord bien audacieux d'une fiction à l'autre et d'enjamber ainsi les 20 ans qui séparent le jeune et le vieux Harold Lloyd. De même, c'est Buster Keaton aussi qui revient dans The Buster Keaton Story, sous les traits forcément rajeunis de l'acteur Donald O'Connor, l'acteur de Chantons sous la pluie. Le cas de Buster Keaton est symptomatique, même en mettant momentanément de côté son caméo cadavérique dans Sunset Boulevard. Keaton réapparaît ici ou là, pour une scène, parfois un plan, dans des films rétro de l'après-guerre. Des films comme You're My Everything, In the Good Old Summertime. Mais plus encore, le cas Keaton dit que la nostalgie pour le temps du muet ne touche pas seulement Hollywood dans l'après-guerre. Le même Keaton est invité en 1949 à la télévision américaine, au Edwin Show. Et là, il refait, à l'âge de 54 ans, et en live, la scène de la mélasse dans The Butcher Boy, soit son tout premier rôle au cinéma avec Fatty Arbuckle en 1917. Keaton encore, et encore en 1949, se retrouve avec Mack Sennett, Chaplin, Harold Lloyd et Harry Langdon, le sujet d'un long et élogieux article paru dans Life, signé James Hadji, et qui ressuscite soudain le souvenir des génies du burlesque.
Au point que plus tard, l'éditeur des articles du grand James Hedgie a pu écrire de cet article justement, et à la suite de l'imposant courrier des lecteurs adressé alors au journal, je le cite, qu'il avait permis à chacun d'être nostalgique de quelque chose qu'il n'avait peut-être jamais connu.